La rue des Rosiers d'aujourd'hui, la rue des Rosiers de votre enfance, quelle est la différence? Puisque c'est devenu une rue à la mode, et le quartier, est-ce que elle a perdu de son âme, cette rue? Bonjour, Ballet Masque a de nouveau quitté les studios de France 2 pour s'installer rue des Rosiers à Paris. Nous allons ensemble essayer de comprendre ce qui fait de ces quelques mètres de pavés un véritable petit village en plein cœur de la capitale. Pourquoi cette rue vit-elle depuis des siècles à son propre rythme, celui des fêtes religieuses, de la chaleur humaine, de la mémoire d'un peuple? Pourquoi toute la communauté juive la considère-t-elle comme un lieu de retrouvailles, un port d'attache, une petite Jérusalem? Nous allons poser ces questions à Ninette, qui a retrouvé ici sa culture et sa religion, à Guy, qui a fait de la rue à la fois son bureau et sa maîtresse, à Joe Goldenberg et Henri Fickenstein, qui tiennent boutique ici depuis des années et sont la mémoire de la rue des Rosiers, à Meredith, la chanteuse qui a abandonné une carrière lyrique pour retrouver la tradition yiddish, à Yoram, le coiffeur, qui a fait de son salon un lieu de dialogue et de prière, enfin à Joseph et Dany, venus d'Israël pour ouvrir ici la boulangerie la plus cachère de France. Alors Guy, lorsque vous dites que la rue des Rosiers, c'est votre maîtresse et votre bureau, c'est carrément toute votre vie depuis 10 ans. C'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de relation amicale. C'est une rue qui m'a explosé au visage il y a 10 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Ça a été pour moi d'abord, c'était un lieu de repère à Paris. J'ai retrouvé toutes mes marques et à partir de là, donc en ayant vécu très souvent cette rue, j'ai réussi à être ami avec à peu près tous les gens du quartier, avec toute la gamme, parce qu'on peut rencontrer comme juifs des amis aussi bien libéraux qu'orthodoxes, des amis comme mes copains, les de Lubavitch, les amis. Bonjour. Bonjour. Et donc, tous les matins, je veux dire, on retrouve cette espèce de sensation de revivre à hauteur d'homme, je veux dire. Et pour la communauté juive? Bonjour. Et donc, pour la communauté juive, c'est à la fois le lieu de rencontre, un lieu de retrouvailles, et surtout, si vous voulez, c'est ce besoin d'être sécurisé, où on retrouve ce côté village, on retrouve ce côté où... Vous vous sentez à l'abri? On est à l'abri et en même temps, si vous voulez, c'est tellement ouvert qu'il n'y a pas cette notion de ghetto, c'est l'inverse. Voilà, donc le matin, un petit repère, Yoram le coiffeur, un des grands personnages du quartier, et qui nous amène donc tout droit devant un des lieux symboliques comme du quartier, le restaurant Goldenberg, où il y a eu l'attentat il y a 10 ans. Ça a beaucoup marqué ici. Ça a beaucoup marqué le quartier, ça a été un gros choc, mais la rue s'est remise. C'est une rue qui se remet de toutes ses atteintes, c'est une rue qui vit malgré tout. Il n'y a jamais eu d'arrêt dans cette rue. On dirait qu'il y a comme de la magie dans cette rue. La magie qui viendrait de cette rue, c'est peut-être la diversité des composantes. C'est-à-dire tous les gens sont différents, tous les gens sont issus d'ethnies complètement différentes, de pays différents, et réunis ici, il y a une unité qui se fait. C'est le symbole de cette unité que le terrorisme a choisi de frapper le 9 août 1982 à 13h en attaquant le restaurant de Joe Goldenberg. L'attentat a fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Meurtri, le cœur de la rue des Rosiers s'est pourtant remis à battre. Dans cette ambassade de la culture juive, touristes venus des 4 coins du monde dégustent au son du violon, zakouski, carpe farcie et strudel aux pommes. Joe Goldenberg, merci de nous accueillir dans cet établissement, votre restaurant dont vous êtes le propriétaire. Vous avez 72 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Et 8 petits-enfants. Et 8 petits-enfants. Ouais. À côté de vous, Henri Fickenstein. Donc vous êtes également marié, vous avez 57 ans, un enfant. Et vous, donc, vous êtes juste à côté dans la rue des Rosiers. Vous tenez une boulangerie qui en même temps fait des produits traiteurs. Voilà, une boulangerie, pâtisserie et traiteur. Alors tout de suite, Joe, c'est vous qui allez peut-être apporter votre témoignage, puisque vous êtes un peu quand même la mémoire de cette rue. Avec vous, Henri, mais votre père, vous, a donc fondé ce restaurant en 1920. C'est ça, oui. Il venait de Russie. Il venait de Russie et il a vécu à Istanbul et toute ma famille est née en Turquie. C'est ce qui fait qu'on a les mœurs orientales, tout en étant ashkénaze. Voilà, mais vous êtes né à Paris. Je suis né à Paris, rue des Rosiers. Et bien sûr, j'ai vécu ici depuis ma naissance et tout ce qui s'est passé dans ce quartier, je peux en assurer la mémoire.
Est-ce que là, dans la rue des Rosiers, donc tous vous vous connaissez, vous vous parlez? Oui, tout le monde. Vous savez, je oui. veux dire, ici, c'est un peu comme Israël. On peut avoir chacun ses idées. Mais si quelque chose se passe, on est tous concernés. Parce que nous sommes une minorité. Nous ne pouvons pas faire autrement que de nous unir dans la difficulté. Jo, en 1982, lorsqu'il y a eu l'attentat, le fameux attentat de la rue des Rosiers qui a eu lieu ici, en bas. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça y est, retour l'antisémitisme? Non, je ne me suis pas dit retour à l'antisémitisme. Non, je me suis dit que c'est injuste. C'est injuste parce que moi, j'ai ici une majorité d'employés musulmans. Et, bien sûr, ceux qui ont été atteints, c'est toutes les religions. Il y a eu des catholiques, des romanichels, des musulmans. C'est curieux, mais ça a dû être peut-être un exemple aussi de démontrer que cet attentat ici, il a atteint tout le monde, pas que des juifs. Et que on m'avait conseillé de fermer parce que je serais certainement encore atteint, m'a-t-on dit. Et moi, j'avais un cas de conscience, je me posais la question tous les jours et j'avais pris cette décision de rouvrir tout de suite. Parce que pour moi, de fermer, c'était la honte. Et comme j'ai jamais aimé la honte, je ne l'aurais pas supporté. Alors, j'ai rouvert le lendemain. Parce que je ne voulais pas que le terrorisme ait gagné. Je voulais montrer que je tiendrais le coup. Et j'ai tenu, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, je ne voyais personne ici. Alors, il fallait quand même tenir. Henri, c'était un véritable traumatisme en 82. Les gens avaient peur de venir. Certains voulaient venir et venaient éviter de venir en famille, par exemple. Une personne seule venait. L'antisémitisme, vous l'avez senti à quel moment? C'est juste avant la guerre? C'est qu'avant la guerre, et là, bien sûr, je l'ai découvert lorsque j'allais à l'école, lorsque déjà j'avais certains camarades qui étaient non-juifs, et même dans la rue, avec d'autres jeunes de mon âge, où on recevait des observations qui étaient celles de nous dire « sale juif ». Lorsqu'il y a eu l'occupation, ma famille, mon père, ma mère, mes sœurs ont été déportées, 3 sœurs, et moi j'ai échappé de justesse à chaque fois, par miracle, et probablement que mon père a dû prier pour moi là où il était pour que je puisse m'en sortir. Parce que vraiment, c'était du miracle. Et vous n'avez jamais revu votre famille qui était déportée? Jamais plus. Et à chaque fois que j'en parle, c'est avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous étiez là lorsqu'ils ont été déportés? Vous aviez quel âge à l'époque? 19 ans. Bon, évidemment, ça a été dur, mais il faut surmonter. Moi, j'ai travaillé comme, par exemple, vous voyez maintenant le film de Schindler. Bien, vous aviez ici des Français qui travaillaient pour les Allemands, pour les nazis. Et moi, je travaillais dans ces établissements en tant que fourreur. Bien sûr qu'ils nous exploitaient, mais au moins, on avait une protection. Mais au bout d'un certain temps, quand ça allait mal pour les nazis, pour les Allemands, il n'y avait plus de protection. Et c'est de là que mes parents, je n'ai pas pu les faire libérer. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Quand je me suis trouvé dans le bureau de la secrétaire à qui je demandais d'essayer d'intervenir pour ma famille, parce que j'ai su, lorsqu'on m'a téléphoné, qu'on avait pris ma famille à 9h du matin. Vous n'étiez pas là?
Je venais juste de partir à mon travail. J'ai croisé ceux qui sont venus chercher ma famille. Sans le savoir. Sans le savoir. 9 rue Pavée, c'est là où j'habitais. Pendant combien d'années vous avez attendu votre famille en espérant qu'elle revienne? Vous savez, à la Libération, j'ai tout de suite compris, même lorsqu'ils ont été déportés. Tout de suite. Oui, tout de suite. Vous n'aviez pas d'espoir de les revoir? Non, aucun. Aucun. Je rêvais, mais c'est tout. Ce que je souhaitais, c'est qu'on les ait tués le plus vite possible. Et n'aient pas à souffrir. Est-ce que tout ça, ça vous a donné la rage? Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. La rage, vous savez, je vais vous dire, je pouvais avoir la rage d'avoir envie de tuer tout le monde. C'est vrai. Parce que pour moi, ça a été un exemple de ce qu'est l'être humain. Et vous savez, lorsqu'on dit que l'homme est à l'image de Dieu, que je plains Dieu, comment est-ce possible? Voilà, vous avez tout compris. Est-ce que c'est aussi la disparition de votre famille qui vous a donné l'envie de, justement, de rester ici, de continuer ce qu'avait fait votre père? Eh bien, écoutez, ça c'est autre chose. Pour moi, c'est sentimentalement. Étant gosse, lorsque la libération est arrivée et que je suis revenu dans le quartier, pour moi, de marcher ici dans la rue, c'était de marcher sur les pas de mon père. Et j'ai pas pu m'en détacher. C'est ce qui fait que je suis resté. Vous auriez pu avoir envie de partir, d'aller très loin. J'étais déchiré, c'est vrai. C'est vrai, j'avais envie de partir. Mais je restais attaché. En même temps, avec la volonté, vous avez transformé cet endroit. Vous avez fait un restaurant connu oui, bien partout. sûr. Bien sûr, c'est normal parce que, vous savez, pour moi, de faire ce que je fais, en réalité, parce que mon père me regarde. Toujours cette impression. Et c'est ce qui fait que j'ai la volonté. Vous pensez que votre père serait fier de ce que vous avez fait? Eh bien, peut-être pas assez. Oui. Qu'est-ce qu'il manquerait? Eh bien, il m'a toujours poussé à faire plus. Henri, donc vous aussi, vous êtes ashkénaze, vos parents Sont venus de Pologne. sont venus de Pologne. Vous êtes né à Paris. Oui, Et dans donc, le quartier. Dans le quartier, aussi rue des Rosiers. Donc vous vous connaissez tous les deux de longue date, pratiquement depuis l'enfance. Bien sûr. Votre père également donc a ouvert cette boulangerie. C'est lui qui l'a tenue. Il l'a ouverte en 1946. Oui. Et puis, Ensuite, c'est vous qui l'avez tenue. ensuite, c'est moi qui l'ai tenue. J'ai appris mon métier chez mon père. Et puis ensuite, mon fils a appris son métier chez moi. Et puis maintenant, il m'a succédé, mais je continue de travailler. Je suis jeune encore et je travaille donc chez lui, aux mêmes conditions que lui travaillait chez moi, simplement. Donc Nous avons échangé les postes. Voilà. Donc c'est toute une tradition. Oui. Donc vous êtes devenu boulanger un peu pour obéir à la tradition familiale. Vous auriez voulu faire autre chose, enfin boulanger, pâtissier et quand même traiteur. Mes parents, mon père aurait certainement voulu que je fasse autre chose. Oui. Seulement, j'ai eu des difficultés dans mes études. Des difficultés qui étaient dues certainement en partie à mon enfance, à ma petite enfance. Oui, qu'est-ce qui s'était passé pendant la guerre. Oui. Actuellement, j'arrive à m'exprimer encore assez bien, mais jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je ne pouvais pratiquement pas parler. Je bégayais sans arrêt. Et je pense que c'était dû aux conditions d'existence de ma petite enfance, aux différents placements que j'ai eus. Mes parents étaient obligés de
de se séparer de moi pour me cacher au cas où eux seraient pris de façon pendant la guerre. Voilà, pendant la guerre, que je puisse moi-même être sauvé. Et donc, j'étais très handicapé pour mes études. Votre enfance est marquée par la guerre. Elle est marquée, toute la petite enfance Toute est la petite marquée enfance. très fort par la guerre, directement et indirectement à travers l'histoire de mes parents. Donc c'est une enfance plutôt, donc vous parliez du bégaiement, Oui, donc, du bégaiement. de peur, vous aviez peur, vous étiez dans la J'avais peur, oui. bien sûr. J'avais peur. Vous compreniez, vous, ce qui se passait? Je comprenais la peur. Je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'un enfant ne comprend pas pourquoi ces choses lui arrivent. Il ne comprend pas pourquoi sa mère est obligée de se séparer de lui et de le placer quelque part chez des gens. Et chez des gens qui peuvent être très bien, ou des gens qui peuvent être parfois très mal. Ce qui comme vous est ça m'est arrivé arrivé une fois. C'est-à-dire? Vous Non, ne voulez pas en parler? Mais mes parents s'en sont aperçus sur le moment. Ils l'ont su. Non, c'est trop difficile d'en parler. De là, donc, toutes ces difficultés donc, à travailler, à parler, c'est ça? Oui, à travailler, à parler. J'étais en quelque sorte bloqué. La rue des Rosiers d'aujourd'hui, la rue des Rosiers de votre enfance, quelle est la différence? Puisque c'est devenu une rue à la mode, et le quartier, est-ce que elle a perdu de son âme, cette rue? Elle a perdu de son âme? Non. Non, parce que ça reste un quartier où les gens viennent pour différentes raisons. Ils ne se donnent plus rendez-vous ici comme avant. Mais ils se retrouvent quand même, ils se retrouvent dans nos magasins. Combien de fois, chaque jour on peut dire, des gens se retrouvent dans notre magasin et sont tout heureux de se retrouver. Mais les gens ont leurs occupations maintenant. Chez Henri, eux. qu'est-ce que les gens viennent chercher dans votre magasin, à part effectivement des produits? Les gens viennent chercher leurs racines. Les Juifs viennent chercher leurs racines. Et certains non-juifs aussi, originaires des pays de l'Est, viennent chercher leurs racines, mais parce que les choses que nous faisons sont des choses qui viennent de leur pays, et d'autre part, dans les pays de l'Est, ils avaient des contacts avec les Juifs. Les contacts ont été bons ou moins bons, c'est vrai, mais ils avaient des contacts. Ce contact leur manque aussi. Chaque année, Liliane prépare l'une des fêtes les plus importantes. Elle se nomme Pessah, ce qui veut dire le sceau, et qui symbolise le passage de l'esclavagisme du peuple juif vers la liberté. Mes parents observaient les lois de la religion d'une façon assez rigoureuse. Nous avions une vaisselle tout à fait cachère pour Pâques. Nous cherchions le pain partout, le hametz. Hametz est la nourriture qui ne doit pas se consommer pendant la fête de Pâques. Il fallait sortir cette nourriture de la maison pour que le grand jour du Seder, la maison soit totalement purifiée. Qu'est-ce que ça représente, ce plateau? Alors, le plateau porte les 5 ingrédients qui vont être consommés pendant le Seder dans un ordre prescrit. Il y aura 3 matzahs. Celle du milieu sera coupée en 2 pour rappeler le passage de la mer Rouge, le passage des Hébreux vers Israël. La laitue et le céleri sont les herbes amères qui vont être trempées 2 fois dans l'eau salée pour rappeler l'amertume de nos ancêtres esclaves qui travaillaient pour le pharaon. Il y a aussi la ralosette qui rappelle le mortier que nos ancêtres utilisaient pour les constructions du pharaon. Il manque ici l'os, qui est l'os de l'épaule de l'agneau, qui symbolise le bras puissant du Seigneur qui nous a fait passer la mer Rouge. La fête commence à la tombée de la nuit. Elle est avant tout religieuse.
Le chef de table, ami de la famille, lit le récit de la sortie des Juifs d'Égypte. Selon les coutumes et les connaissances de chacun, ce rituel peut durer plusieurs heures avant le début du repas. Pourquoi toutes les autres nuits nous ne trempons pas les aliments même une seule fois alors que cette nuit nous les trempons 2 fois? Pourquoi toutes les autres nuits il nous est permis de manger assis ou accoudés alors que cette nuit nous devons tous nous accouder? Parce que cette nuit, c'est la nuit où nous fêtons la libération du peuple juif, qui était esclave en Égypte et qui, par l'intervention de Dieu, est devenu un peuple libre. C'est une fête importante pour les enfants. C'est une fête pour les parents quand ils doivent transmettre aux enfants, parce que transmettre la liberté, la notion de liberté est tout à fait fondamentale. Mon devoir, c'est tout le temps, toujours, et de rappeler aux enfants que la liberté, c'est quelque chose qui se mérite, qui se gagne, et il faut se battre pour ça. Voici les 10 plaies par lesquelles Dieu a frappé les Égyptiens en Égypte. Les voici. Le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes féroces, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. On attend vers les minuit le prophète Élie qui viendra annoncer au peuple hébreu, au peuple juif maintenant, l'arrivée du Messie. Donc symboliquement, nous allons nous lever de table, nous diriger vers la porte, ouvrir la porte et essayer d'avoir la bonne surprise de la venue du Messie. Et en même temps, ça représente l'espoir que chaque être humain doit avoir sur Terre, c'est-à-dire la liberté absolue et définitive. Mais ça, c'est un autre débat, naturellement. Les Shana Rabba Be'Yerushalayim. Les Shana Rabba Be'Yerushalayim. Les Shana Rabba Be'Yerushalayim. Amen. En fin de soirée, tous les Juifs qui fêtent Pâques dans le monde formulent le même vœu, être l'année prochaine à Jérusalem. Vous venez de voir donc ce sujet qui a été tourné à Pâques. Chez vous, ça se passe comme ça aussi? Dans l'ensemble, c'est-à-dire au point de vue religieux, oui, ça se passe comme ça. Oui. Bon, la religion, ça suffit pas, il y a même les coutumes. Et comme bon, nous, les Juifs, on vient de différents pays, chacun a sa coutume. Là, on vient de voir un seder qui a été fait par une famille ashkénaze, une famille qui vient d'origine d'Europe. Et chez nous, ça se passe pas comme ça. Il manquait quelques petits détails, bon... C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire, ça va faire rire, mais... Bon, l'os, par exemple, que ça signifie le bras. Oui. C'est-à-dire, avec un bras fort, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on met un os. Bon, là, il manquait un peu de viande sur l'os, ça m'a fait rire. Alors, vous venez donc... Vous êtes né au Maroc. Oui. Vous êtes séfarade, ensuite vous avez grandi donc à Jérusalem, tous les deux. Vous êtes frères. C'est-à-dire mon frère qui est né au Maroc en 49. Enfin, en 49, mes parents sont venus en Israël. Et là, vous êtes né là-bas. Moi, je suis né là-bas en Israël, à Jérusalem. Voilà. Donc vous êtes les frères Marciano. Tout le monde vous connaît rue des Rosiers pour vos délicieuses pâtisseries, pour le pain kasher, évidemment. Complètement kasher. C'est-à-dire kasher, le mot kasher, c'est pas un mot en français, c'est un mot en hébreu. Bon, on a de la chance que je parle hébreu, c'est ma langue maternelle. Et kasher, ça veut dire autorisé. Donc vous êtes sous autorité du rabbin. Voilà, du rabbin de la communauté orthodoxe. Voilà. Je tiens à le préciser. Donc je vous ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire orthodoxe. Orthodoxe, il n'y a aucun détail qui l'échappe. Les autres autorités rabbiniques, ils sont un petit peu plus tolérants sur certaines choses. Vous, c'est plus strict. Alors, c'est strict pour fabriquer donc, les produits, mais c'est aussi strict dans votre vie. Voilà, c'est-à-dire que ça ne suffit pas que j'ai un surveillant qui surveille tout ce que je fais. C'est-à-dire que moi-même, dans ma vie privée, je dois être dans les normes. Oui, alors, c'est quoi ces normes? Déjà, vous portez la kippa, ça, c'est normal. Oui, la kippa, c'est un signe. C'est un signe, oui. C'est un signe, on est d'accord. Ce sont des gens très
très pieux. qu'il Maintenant, apporte. par exemple, je suis un très, très grand fumeur. Ça m'a jamais venu à l'idée de fumer Shabbat. Au moment du Shabbat. Shabbat. Donc Oui. ça, c'est ma vie privée, ce qu'on appelle. En plus, on ne mange pas n'importe chez qui. Et si on ne connaît pas la personne et qu'elle est comme nous, on ne va pas manger, même si ça vexe, mais les gens, ils arrivent à comprendre. Ça veut dire qu'il s'agit de leur vaisselle, il s'agit de leur viande, il s'agit plein de choses que peut-être ils ne savent Attendez, pas. que je comprenne bien, vous ne pouvez pas venir au moment du Shabbat ou tout le temps? Non, tout le Si temps. moi- Ah, tout le temps. Tout le temps. Si Ah, moi bah je vous oui. invite, par exemple, non. à dîner chez moi, ah non. Je C'est viendrai. pas possible. Non, il faut pas Ouais, qu'on ce serait vienne trop. inviter. C'est-à-dire, vous m'invitez chez vous, je viendrai avec plaisir, Oui. mais je vais vous expliquer très gentiment que je ne pourrai pas manger. J'entends Voilà. bien, c'est ça. Mais ce boire que je un voulais café, dire. si, non. Mais boire un café, vous Boire pouvez. un café, oui, oui. C'est parce que la vaisselle n'est pas forcément nettoyée comme vous le faites. Non, c'est pas nettoyé. Les vêtements, Non, ça n'a aucun rapport. Elle est sûre qu'elle est propre. Non, non. Et elle a- Elle vous a dites la vaisselle vaisselle. à 90 degrés, ça Alors, nettoie vous tout. parliez de hein. la vaisselle tout à l'heure. Ah oui, ouais. Non, la vaisselle, bon, la vaisselle, c'est un détail dans Oui, l'ensemble. mais j'essaie de comprendre et que vous Bon, expliquiez. si je justement. prends une assiette, que hier il y avait du porc dessus, Voilà. et vous allez le passer dans, je sais pas, un four à 200 degrés, ok? Vous allez après me servir, c'est pas un repas que vous avez acheté sous cellophane avec une autorité, comment on appelle ça? Surveillance rabbinique, rabbinique. cachère et tout. Le fait que sur cette assiette il y avait hier du porc, Vous ne pouvez pas pour manger. moi, D'accord. je peux pas manger dessus. Donc, vous évitez le repas. Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous ne pouvez prendre que le café. Par exemple, c'est un exemple. bah, En revanche, moi, je peux même- venir chez vous. Ah oui, si, ouais. Ben écoutez, si vous voulez, on va dès maintenant fixer un jour, ça nous fera très plaisir. hein. Dans ce sens-là, ça fonctionne. Ah ben oui, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les choses. Mais oui, ça vous amuse, c'est absolument pas évident. Non, Pour ceux qui ne sont pas dans... Non, ce qui m'amuse, c'est d'essayer de faire comprendre. Eh oui. En principe, d'après une logique, je peux dire, je ne peux pas recevoir, mais je viens avec plaisir, c'est logique. Mais vous voyez, chez nous, c'est l'inverse de la logique. Et tout ça, bon, c'est pour respecter la religion, respecter ce que je crois. Vous, alors, donc, on parlait des règles de vie. Donc là, vous venez d'expliquer certaines choses. Vous priez beaucoup. Ça veut dire, il y a une règle de prière. Il y a 3 prières par jour. Oui. Et il faut les faire. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Ça fait partie de la vie. On mange 3 fois par jour. On fait la prière 3 fois par jour. Avec les enfants, parce que vous êtes, attendez, vous êtes l'un et l'autre, donc père de famille, marié évidemment, père de 5 enfants, 5 vous, enfants, ouais. hein, Dany et Joseph, de 4 enfants. 4 enfants. Maintenant, notre enfant, comme ils sont depuis leur naissance dans une école religieuse juive, déjà, c'est pas que moi je me casse la tête. Déjà là-bas, ils apprennent à faire la prière, ils apprennent à se laver les mains avant chaque repas, ils remercient Dieu après le repas, ça s'appelle Birkat Amazon, etc. Et ça va et ça devient machinalement. Est-ce que vous imaginez que vos enfants puissent épouser un non-juif ou une non-juive? Ben, je le laisse à vous répondre. Comme moi, je peux vous répondre en 2 secondes. Allez-y. Ben non, Vous savez, On n'est pas dans les- Rankonji, Non, il y a pas de risque. imaginer, ça veut dire que la chose est possible. Moi, je dis, j'imagine pas, c'est pas possible. Pourquoi c'est c'est pas un possible pour couple, vous? ils s'aiment, ils s'adorent, hein, je vous facilite les choses. C'est un couple, ils s'aiment, ils s'adorent, un garçon, une fille. Pourquoi je m'en pose? Oui. C'est ça votre question. Alors, d'abord, ma religion juive, on ne peut pas la comparer à un club. C'est pas possible. Vous payez votre truc, je sais pas, cotisation annuelle, machin, vignette, vous rentrez. C'est pas un club. C'est quelque chose qu'il faut naître avec. C'est quelque chose que je l'ai choisi, c'est-à-dire pas moi qui ai choisi, mes ancêtres, qu'ils ont choisi ce mode de vie et ça a été transmis de père en fils. Et jamais il y avait quelqu'un qui l'a coupé cette chaîne, cet anneau-là, jamais.
Et tout ce qu'ils m'ont transmis, c'était que quelque chose de beau, que quelque chose de magnifique. Alors maintenant, vous dites comme ça, mon fils, ma fille va se marier avec un non-juif. Admettons que c'est pas grave. Mais c'est une branche de l'arbre qu'elle va se détacher de l'arbre. Ses enfants ne sont pas juifs, etc. C'est pour ça que j'essaye, moi, je fais tous mes efforts de garder ce flambeau allumé à cause que on a souffert déjà, on a souffert tellement à cause qu'on était juifs. Eh bien, si j'ai souffert tellement, c'est que ça a valé le coup. Vous comprenez? Si j'ai souffert à cause de ça, c'est que ça vaut quelque chose. Dany, est-ce qu'il vous semble être intolérant en parlant de cette façon ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Puisque la religion juive, je crois, et il me semble que c'est la seule religion qu'il n'y a pas de... On force pas les gens. On rejette pas les gens. On punit pas les gens. Vous étiez comme ça avant de venir, il y a 18 ans, puisque vous êtes arrivé il y a 18 ans ici, Ouais. où vous êtes devenu de plus en plus religieux et orthodoxe, donc les années passant ici aussi parce que vous étiez coupé de vos racines. C'est-à-dire qu'on va à un endroit qui fait froid, il faut se couvrir davantage. C'est ça, vous avez mis des... Voilà ce que j'essaie de vous expliquer. Plus d'interdits, plus de barrières pour vous protéger, c'est ce que vous disiez aussi. Voilà. Pour protéger ma façon de vivre, ma façon d'être religieux. D'être religieux tout en restant avec une tête sur les épaules, avec un esprit ouvert. Alors vous, cette boulangerie, vous l'avez montée avec des heures et des heures de travail. Est-ce que vous avez envie que vos enfants prennent la suite, ou l'un de vos enfants? Non, c'est pas un désir, à cause une seule chose, c'est un travail très dur. Et je crois que chaque parent, il ne désire pas pour un fils qui travaille dur, c'est un travail de nuit. Vous avez envie que vos enfants fassent des études, plutôt? Je souhaite. De toute façon, tous les cas, la boulangerie, si ce n'est pas les enfants qui prendront, eh ben, ce sera toujours quelqu'un qui va continuer à faire ce qu'on fait, nous. Puisque déjà, d'abord, je sens que c'est une mission que j'ai vis-à-vis de la communauté juive dans Paris. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la rue des Rosiers, elle est trop chère à nos yeux. Il faut tenir le flambeau allumé. Il faut tenir la rue des Rosiers comme qu'elle doit être, la rue des Rosiers. Comme les fondateurs, les gens, les premiers, les pionniers qui sont venus à la rue des Rosiers, comment ils ont voulu qu'elle sera cette rue. Et moi, je ferai mon effort, malgré que, et heureusement, que j'ai pas souffert, mais je sens qu'une partie de mon corps a souffert avec ces gens-là, puisqu'ils font partie d'un ensemble que j'appartiens. Donc eux, moi, on a la même religion, donc dans leur joie, je suis content, mais dans leur malheur, je sens que c'est un malheur à moi. Alors si je peux faire ce minimum et conserver la rue des Rosiers comme qu'elle était, la rue des Rosiers, je le ferai. Mais dans cette rue, il n'y a pas de tension entre vous? Tension, c'est-à-dire? Des tensions? Non. Tout est très amical tout le temps? Ah oui. Tout le temps. C'est vrai? Tout le temps, je ne me rappelle pas. Je suis ici 18 ans. 18 ans, je ne me rappelle pas un accrochage, ni avec Monsieur Jo. Henri, c'est... Sans citer des noms, on avait l'accrochage avec personne. Avec personne. On dit que le soleil brille pour tout le monde. Aujourd'hui, le client, il va acheter chez moi le pain, il va acheter chez Finkelstein son gâteau, et chez Corcas, il va acheter son paquet de galettes. Chez Jo, les cornichons. Oui. Ouais, il fait le tour. Il y a des clients qui sont comme ça, et ils me disent, bon voilà, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Bon, c'est sa naïveté qu'elle est comme ça. Alors, je ne vais pas dire, bon, tu n'as pas acheté chez moi, ben moi, mais non, jamais de la vie. Bon, alors il a acheté chez mon collègue, et demain il est chez moi. C'est une raison que la rue, toujours, elle nous plaît. Toujours, on est... Si vous voulez, le matin, quand on se lève le matin et on pense venir au travail, vraiment, on arrive avec une gaieté. Parce qu'on arrive voir des copains. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Peut-être nous qu'on vient d'Israël, on ressent ça. Voilà. Je ne sais pas les autres, je ne parle pas pour les autres. Mais si on vous demandez mon témoignage, je crois que
tout il marche bien ici. Parce que En tout cas, vous êtes plutôt extraverti, rigoureux de par la religion, mais extraverti, vous tendez la main vers l'autre, vous êtes plutôt généreux, exubérant. Merci. oui. C'est comme ça qu'on vous ressent. J'ai vraiment pas, oui, vous pas offrez compris. facilement des gâteaux, vos pâtisseries. On n'a jamais refusé personne ici. Voilà. Bon, Si vous il y voulez, a des- les pauvres dans ce quartier, ils sont gâtés plutôt. Ils sont gâtés. Voilà, Hein, le c'est mot, c'est-à-dire, bon, on peut pas, vous savez, on peut pas laisser on n'a pas le droit de refuser du pain à quelqu'un. Si quelqu'un il arrive à vous demander du pain, c'est que vraiment il a faim. En fait, vous êtes de bons commerçants, c'est ça? Si vous voulez, Peut-être. si vous voulez, Peut-être. ben, si vous voulez, ça peut être ça, oui, ça aide le commerce, oui, pourquoi non? En tout cas, merci de votre accueil. Chabot mar Chabot belevi, Shgas Adonai Takum. Le 17 de la rue des Rosiers abrite au premier étage l'une des plus vieilles synagogues de Paris. On s'y réunit à 8 heures pour la prière de l'aube. Le châle et les téflines rappellent que Dieu règne aux quatre coins du monde, commande aux pensées comme à l'action. C'est ici que commence chaque matin la journée des plus orthodoxes parmi les orthodoxes, les Lubavitch de la rue des Rosiers. Yoram est l'un d'entre eux. Yoram, alors vous êtes installé ici, dans ce salon de coiffure, depuis 13 ans, Oui, dans la rue des Rosiers. tout à fait. J'imagine que vous avez choisi cette rue pour des raisons bien précises. Non, puisque j'avais décidé d'ouvrir un salon de coiffure et je cherchais, comme toujours ma clientèle a été en majorité, plus de 50% une clientèle juive, à me retrouver dans un quartier où il y avait bien sûr une densité juive. Alors vous, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes Lubavitch, donc Oui. vous appartenez à ce mouvement religieux qui est quand même dans une ligne très stricte. Oui. Pour bien comprendre, vous, votre cheminement. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas pratiqué. J'ai une tranche de vie où j'ai pas été du tout pratiquant. Je suis le deuxième d'une famille de 7 enfants. Le 5e garçon a toujours été pratiquant. Et il a eu 4 frères qui étaient complètement assimilés, non pratiquants, dans des sphères différentes sociales. Et ce garçon-là a été aussi une référence, a répondu à mes questions. C'est-à-dire que pour moi, a priori, il ne peut pas y avoir de gens parfaits. Et lui a été un sans faute. Donc ça a été, lui, le guide, c'est ça? entre guillemets, celui qui nous a obligés, malgré nous, à espérer, entre guillemets, dans l'homme. C'est ça la finalité pour vous? C'est d'avoir repris espoir dans l'homme parce que vous n'aviez plus... Non, maintenant, je suis certain qu'il ne faut pas avoir espoir en l'homme du tout. Ah bon? Ah, c'est exactement le contraire. Tous les gens se méfient des autres. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que la religion, elle vous apprend à vous méfier de vous-même surtout. Ah oui, et quand d'accord. quelqu'un se méfie de lui-même, alors donc il fera moins de mal aux autres. Les Lubavitch, pour beaucoup, y compris dans la communauté juive, Oui. vous considérez presque comme une secte. Même comme une secte. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela? Je réponds que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais nos sages nous disent de façon très simple, ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit. C'est plutôt une continuité de ce qui a été depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui. Vous appliquez quand même les textes à la règle. Oui, mais appliquer les textes à la règle, c'est de dire bonjour à quelqu'un, c'est d'être délicat, c'est d'être des fois vrai lorsqu'on choque une personne, mais d'une façon constructive. À ce propos, justement, lorsque vous dites bonjour à une femme, Oui. vous ne serrez pas la main des femmes. Pourquoi? De façon simple, nos sages ont compris qu'en tendant la main, ensuite, on va se faire la bise. Et une fois qu'on va se faire la bise, il peut y avoir rapport affectif, rapport de sensibilité physique, D'accord. etc. Donc, c'est le premier pas vers la tentation, ce que vous êtes en train de dire. résister, sublimer. Sublimer, canaliser, respecter. Il y aura justement les femmes aussi Lubavitch lorsqu'elles sortent.
portent donc des perruques. Oui. Alors quel sens ça a aussi? Nos sages nous disent que la beauté de la femme, ce sont ses cheveux. Oui. Donc une fois qu'elle est mariée, elle est consacrée. Oui. Et donc exclusivité, c'est que pour le mari. Donc sa beauté doit être... Alors la perruque, vous allez me dire, ça peut être plus joli que les cheveux naturels. En tant que coiffeur, je dis juste un petit mot. Vous pouvez prendre la plus belle des roses, qui est artificielle. Elle dégage pas cette vie. Il y a quelque chose de mort. Bon, la perruque fait que ce qui est l'attrait, la beauté, la couronne de la femme, ses cheveux. Les coiffeurs savent de quoi je parle. Alors donc, cette chose-là, il faut la couvrir pour justement faire que dans le regard de l'homme, il n'y ait pas forcément une attraction. D'accord, c'est pour l'intime. Vous, c'est enseigner les textes, c'est ça qui est important pour vous, Yoram? Parce que, oui. Par exemple, juste à l'entrée, là, il y a une énorme affiche, pancarte, qui dit « Venez rencontrer, venez au devant du Messie ». C'est ça, préparons-nous à l'avenue de Mashiach, du Messie. Oui. Donc, en résumé simple, il y a une campagne qui a démarré il y a 2 ans de cela, puisque le grand rabbi de Lubavitch, qui est à New York, a dit de façon prophétique de prévenir le monde, l'humanité, à ce que l'événement que tout le monde attend est en train de se préparer. Vous, en mettant cette pancarte à l'extérieur, vous avez l'impression de faire de la propagande. Vous voulez que les gens entrent ou c'est pour plutôt éloigner ceux qui ne seraient pas justement comme je vous ai dit comme tout à l'heure, au contraire, ça a fait rentrer les gens, oui. puisque ça les interpelle. Pourquoi? Quelles que soient les religions, tout le monde a son petit Messie. Messie, mais non, comme on voudra. Mais de toute façon, alors les gens viennent, c'est quoi Messie? C'est Jésus? C'est quoi? La question se pose. Mais qu'est-ce qui est le plus important, vous? C'est votre salon de coiffure ou c'est finalement des gens entrent et que vous parliez des textes et de la Torah? Mais les textes et la Torah viennent pour donner du relief à une discussion entre des personnes. Et c'est au travers du rapport de partager un peu ce qu'il semblerait que j'ai compris. Une vie spirituelle. Pas simplement spirituel, puisque je suis quelqu'un qui est complètement plongé dans le monde. Je vais dans un bon restaurant, j'ai des enfants, donc j'ai une vie sexuelle, je suis coprésident des commerçants du quartier, donc j'ai des problèmes qui sont... Donc on est complètement intégré. Ce que je voudrais dire, puisque je passe là à la télévision de façon simple, c'est que les clichés qu'on se fait sur les gens et surtout sur les gens qui sont dans une pratique religieuse, sont complètement erronés. Mais vous, par exemple... Comment vous l'avez rencontré, Yoram? Moi, j'ai connu Yoram en venant ici, emmener mes enfants à couper les cheveux. C'était un dimanche, oui. Tous les salons sont fermés en règle générale. J'avais dit à mon épouse, tiens, on va aller au quartier juif, cette expression, et là-bas, on va sûrement trouver un salon. Vous êtes juif? Ici. Oui. On est venu ici, je vois le salon, j'avais vu que c'était des orthodoxes, j'avais un petit peu peur de rentrer. Et maintenant, vous venez régulièrement? Alors, je lui ai demandé à Yoram, oui. et ça voulait dire Yoram. Il a commencé à m'expliquer. Et puis Yoram m'a plu. Et ma femme était assise, elle était enceinte. Et quand on est donc sortis, je lui ai dit à ma femme, écoute, cet homme est extraordinaire. Si c'est un garçon, je l'appellerai Yoram. Non. Si c'est une fille, tu l'appelleras comme tu voudras. Et je suis venu annoncer à Yoram, 8 jours après, la circoncision, parce que c'était un garçon, que mon fils s'appelait Yoram. C'est une vraie fascination, là. Il vous a fasciné complètement. Et depuis, j'ai donc suivi, si vous voulez, les conseils de Yoram, pour rentrer dans la, comment dirais-je, je ne veux pas dire ce mot religion, mais rentrer dans la croyance, d'essayer de faire la religion le mieux possible. Ce qui veut dire qu'il vous a converti en 3 années? Converti, non, c'est pas le mot, oui. Mais il m'a mis sur le droit chemin, si vous voulez, de la religion. Et ce qu'il faut rajouter, c'est quand on vient ici, tous les juifs, on vient des fois pas souvent se couper les cheveux, mais il y a toujours un petit cours de Torah quelque part. Schein herzig jiddisch Liedl Hoi Mahamme, wäret mir geht und Schir Mit seine schwarze Augen hat dann mir sie gezeugen Hoi Mahamme,
Fäulin geht es will sich tanzen, will sich singen, heu Gewalt, wird sie springen. Und nein, heu, können ich mehr nicht sein. Hoi, 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 Mama, bin ich verliebt. Hoi, 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 Mama, bin ich verliebt. Wo die ganze Welt darin genehmen und sie gedrückt sie sich. Hoi, hoi, Mama, bin ich verliebt. Bravo! C'est magnifique. Merci. C'est une chanson d'amour? Oui, c'est une chanson d'amour. C'est le personnage principal de cette comédie musicale qui s'appelle Yido, qui est tombée amoureuse du violoniste, qui tourne un petit peu dans les Steikler, dans les petits villages en Pologne, avec elle. Elle est tombée amoureuse de ce violoniste. Elle dit « Oi, Mama bin ich verliebt », ce qui veut dire « Oh, maman », au sens plutôt de « Oh là là, oh maman, je suis amoureuse ». Alors vous avez 41 ans, vous êtes mariée, Voilà. Vous êtes aussi ashkénaze, Oui. bien sûr. Donc votre mère est née rue des Rosiers. Oui, ma mère est née ici. Elle habitait le 15 de la rue des Rosiers, comme ma grand-mère, et j'ai connu la rue des Rosiers toute mon enfance. J'imagine que le yiddish, vous le parlez depuis votre enfance. Oui, je parle surtout avec ma mère, Ouais. qui est d'origine polonaise, et bon, un peu avec mes grands-mères aussi, mais quand j'étais petite, moins que maintenant. Donc c'est surtout une langue que je pratique avec maman, et Ouais. puis que je lis aussi, et que je cultive par la littérature Et pour le et chant, les chansons, bien sûr. est-ce que vous êtes croyante, pratiquante? Je ne suis pas pratiquante, non. Je suis mystique à ma manière, je dirais, parce que je ne suis adepte d'aucune croyance, quelle qu'elle soit, dans des termes religieux, quoi, disons. Mais Shabbat, vous ne faites pas? Non, je n'ai eu aucune éducation religieuse. Ma mère est farouchement contre, depuis l'âge de 5 ans. C'est vrai? Ah oui, oui. Elle est allée, quand elle avait 5 ans, elle est allée pour la première fois à la choule, c'est-à-dire à la synagogue, avec son père. Et quand elle est revenue, elle a tapé du pied, elle a dit « C'est ça la choule, j'irai plus ». Pourquoi les femmes sont sur le côté, elles ont quelque chose sur la tête et elles n'ont pas le droit de dire les prières. Si c'est comme ça, je n'irai plus. Et elle s'est jurée qu'elle ne donnerait pas d'éducation religieuse à ses enfants, ce qu'elle a fait. Et vous n'avez pas eu envie justement de revenir Non. à la religion? Pas du tout. Pas du tout, parce que je trouve que c'est une liberté justement extraordinaire de ne pas avoir eu d'imposition dans ce domaine. Et moi, j'en suis très contente, parce que ça m'a, au contraire, donné un esprit très ouvert. De toute façon, mes parents sont des gens qui ont l'esprit très ouvert, qui sont vraiment très libéraux. Et, non, moi, j'en suis très, très contente, au contraire. Je me sens libre. Donc on retrouve Ninette qui n'est pas votre femme, qui est mariée de son côté, mais qui est ici parce que vous, Ninette, c'est la rue où vous venez faire vos courses. Entre autres. Entre autres. Qu'est-ce que vous faites d'autre ici? La rue des Rosiers, je retrouve mes amis, je retrouve une partie de ma famille, pas proche, mais ma famille de cœur. Et je retrouve un peu ma maison que je n'ai pas, que je n'ai plus, mon ancienne maison que je n'ai plus, puisque je ne suis pas née à Paris, je ne suis pas née en France. Et moi, aujourd'hui, lorsque je viens rue des Rosiers, je cherche ma mère. Je cherche la maison que je ne peux plus aller voir, puisqu'elle est très loin. Alors, elle est quelque part dans la rue des Rosiers, ma maison. Et vous, Guy, ici, vous avez aussi trouvé votre maison. Hein, puisque vous êtes arrivé donc, il y a 10 ans de Clermont-Ferrand. C'est ça, j'étais, disons, suite à un changement de situation familiale, je me suis retrouvé à Paris, donc on avait une famille qui s'était un peu explosée, qui s'était dispersée, et donc je quitte Clermont-Ferrand, je me retrouve à Paris. Sans travail, Complètement sans déstructuré, ça. c'est-à-dire ça a été assez violent, je veux dire, au niveau du déracinement. Mais alors comment vous êtes venu ici, par C'était à hasard? Reims. Alors la rue des Rosiers, c'était le premier départ, enfin mon arrivée à la rue des Rosiers, ça a commencé sur un gag, puisque c'était ma mère qui était à Clermont-Ferrand, m'avait demandé donc de lui envoyer de la viande cachère et des produits cachers à Clermont-Ferrand. Et pour moi, donc, je lui ai demandé où je peux acheter ça. Donc, elle, c'était pareil, de Clermont-Ferrand comme information. Le point de repère, c'était
la rue des Rosiers. Ici. Ici, voilà. Il se trouve que c'était pas cachère chez Goldenberg. Ah non, vous ne saviez Bon, pas. j'ai pris la faute sur moi. Elle non plus, elle savait pas où j'étais à Paris. Alors, vous êtes retrouvé rue des Rosiers. Alors, Oui. Qu'est-ce que ça a été pour vous? Il y a quelque chose que je comprenais pas. Je veux dire, je venais de province, j'avais des a priori ou des clichés sur le judaïsme. Donc, étant juif, j'avais encore des a priori qui étaient terribles, puisque pour moi, j'étais loin de l'étude, loin de la connaissance, loin du monde de la Torah. Pour moi, un barbu, c'était un rabbin. Donc à Clermont-Ferrand, quand je voyais un barbu avec une calotte s'arriver, on le voyait à la gare, j'allais voir ma mère, j'ai vu un rabbin, et rue des Rosiers, j'arrive, premier étonnement, c'était tellement flagrant, mais je regardais ça, je disais, mais c'est pas normal, on peut pas être rabbin et coiffeur. Alors je regardais les boutiques, j'étais étonné, je voyais des barbus qui étaient charcutiers, je voyais des barbus coiffeurs, j'ai dit, c'est pas possible, il y a un truc qui tient pas debout. Mais vous êtes donc attiré par la pratique religieuse? C'est-à-dire que moi, j'ai appris, la première grande chose que j'ai appris, la première grande leçon que j'ai appris dans ce quartier, c'était que moi, quand je suis venu de Clermont, j'étais juif, c'est tout, stop, terminé. Et donc là, j'apprends une chose, on est juif et on le devient après. J'en prends de tous les côtés, j'ai pris un petit morceau de tout le monde, je me suis fait mon petit marché, je veux dire, et j'ai pris ce qui était, ce que je trouvais. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ils ont une qualité commune, tous ces gens-là. Si je suis bien avec tous ces gens-là, c'est pas moi qui m'adapte à eux, c'est que quelque part, je retrouve, depuis le juif libéral au juif orthodoxe, il y a quelque chose que je retrouve. En fait, vous avez pris racine. J'ai pris racine et puis je vous dis, je dois tout à cette rue. Je veux dire, tout, que ça soit mon travail, ma manière maintenant de me structurer dans mon approche professionnelle, je leur dois tout ici à cette rue, à tous ces gens, avec beaucoup d'amour et une forme de grand respect. C'est ce qu'elle fait. Alors vous, Ninette aussi, vous avez cet attachement dont vous avez parlé tout à l'heure à cette rue, peut-être de façon moins viscérale. Oui. Différente. Voilà. Voilà. Vous, donc, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Vous venez d'une famille donc, qui vous a élevé dans la tradition juive. La tradition sans explication, totalement différente de Guy, mais qui lui ressemblait parce que mes parents ne savaient pas, ne connaissaient pas. Ils faisaient comme les parents faisaient. Et ils n'expliquaient rien. On faisait Pâques, par exemple, Pessah, qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, sans explication. Et on faisait tout parce que maman faisait comme ça, donc moi je fais comme ça, et toi tu feras comme ça. Et la rue des Rosiers m'a appris. J'ai appris dans la rue des Rosiers ce que c'était qu'être juive. Ce que voulait dire être juive, le sens de chaque fête, le sens de Shabbat, parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas, c'est vrai qu'on n'achète pas, c'est vrai qu'on ne porte pas Shabbat, on ne crée pas, voilà, exactement. Shabbat, on ne crée rien, mais on crée quelque chose de merveilleux. On crée une ambiance familiale, on parle avec les enfants, on parle avec son mari qu'on n'a pas le temps, des choses qu'on n'a pas le temps de dire en semaine parce qu'on travaille. Et dans cette rue, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré les Lubavitch, j'ai rencontré les orthodoxes. Guy disait tout à l'heure, c'est un tronc commun. Vous avez commencé à venir ici à la disparition de vos parents? J'ai commencé à vraiment venir lorsque j'ai perdu mon père. Parce que jusque-là, mon père, c'était lui qui enseignait à mon fils. Et il fallait que moi, je continue à transmettre. Et c'est vrai que j'ai été paniquée à ce moment-là parce que je ne connaissais rien, je ne savais rien. Donc je suis venue là. Mais pourquoi ce désir, Ninette, de se rapprocher si près de la religion? Parce que j'avais besoin de retrouver des vraies valeurs. Et je crois que dans le judaïsme, dans l'étude, surtout dans l'étude, on retrouve les vraies valeurs. Pour moi, athée ne veut rien dire. Et je n'ai jamais été athée, même si je l'ai crié très fort à une certaine époque. C'était... Vous l'avez crié fort. Et dans ce moment-là, est-ce que vous auriez pu épouser un non-juif? J'ai failli. Ah, vous avez failli? J'ai failli épouser un non-juif, et toujours grâce à mon père, qui m'a dit, j'étais en Australie, et qui m'a dit, va-t'en. Va-t'en, et si tu te maries, je n'assisterai pas à ton mariage. Alors je dis bon, on n'assiste pas, c'est pas très grave.
Mais au fond de moi, c'est très grave. Que mon père n'insiste pas, c'était très grave. Donc vous avez tranché. Et il s'est passé certaines choses avec ce garçon qui ont fait que ça n'a pas été facile, mais il a fallu que je parte. Et je suis partie. Alors vous dites grâce à votre père, Oui. c'est que vous estimez qu'il a fait ce qu'il devait faire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Non. Je lui suis aujourd'hui très très reconnaissante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que si j'avais fait un mariage mixte, si j'avais épousé un garçon non juif, aujourd'hui, avec ce que je vis, avec le retour, avec le besoin de retourner à travers David, mon fils, et après avec Rebecca, si je l'avais vécu aujourd'hui avec un homme qui n'était pas juif, ou un homme, oui, qui n'était pas juif, ou qui ne voulait pas faire ce retour avec moi, ça aurait été dramatique. Et je serais certainement seule avec 2 enfants ou 3 enfants, et ça aurait été dramatique alors que je vis quelque chose de merveilleux. Enfin, que nous vivons certainement quelque chose de merveilleux tous les deux, parce qu'on a fait vraiment un chemin ensemble. En même temps, ce que vous dites nous aide à comprendre. Et dans le même temps, c'est vrai que c'est un tout petit peu, il y a quelque chose d'un peu terrible, parce que ça a l'impression que ça empêche définitivement les mariages entre juifs et non-juifs. Oui. Oui, enfin, c'est pas de l'intolérance du tout, et j'espère ne choquer personne, mais le mariage, c'est quelque chose d'important, c'est vraiment une création. Et je crois que pour tout père et toute mère juive et qui a fait un mariage mixte, quoi qu'en disent, entre autres certains de nos intellectuels, c'est un gros problème. Et s'ils sont honnêtes, si chacun est honnête, vraiment, jusqu'au bout, en lui-même, il sait que c'est un problème. Maintenant, vos enfants sont grands. Oui. Ouais, je crois que ça serait dramatique. C'est vrai, avec parce que vous êtes quand même quelqu'un de très ouvert. Oui, je crois. Mais ça serait dramatique. Ça serait dramatique parce que quelque part, pas quelque part, sûr, si mon fils épousait une non-juive, ça serait fini. Il n'y aurait plus de transmission. Dans 20 ans, vous êtes toujours là, rue des Rosiers? Dans quel état je serai dans 20 ans? Mais je pense que je serai là encore, rue des Rosiers. Certainement. Oui, Ninette, vous êtes toujours là en train de faire vos courses, voir les uns les autres, chercher votre famille, votre maison? Oui, sûrement. Dans 20 ans, j'espère. J'espère être là. J'espère être là avec mes petits-enfants et apprendre à mes petits-enfants ce que j'ai appris à mes enfants. Peut-être pas très bien, peut-être mieux avec mes petits-enfants, je l'espère. Voilà, c'est la nuit, la journée vient de s'écouler dans la rue des Rosiers, avec un peu tout le monde. Et vous êtes encore là, Guy? Moi, c'est mon petit moment privilégié. C'est la fin de soirée, donc la rue des Rosiers reprend un petit peu son calme. Ouais. Et c'est mes dernières heures. J'avoue que c'est un des moments que j'apprécie le mieux. C'est un peu ce calme après des journées enivrantes comme vous avez vécu. Mais jusqu'à quelle heure vous restez ici? Généralement, je reste encore avec Jo Goldenberg. On reste encore jusqu'à la fermeture. Et puis après, on retourne chacun chez soi et pour recommencer le lendemain matin avec toujours autant de bonheur et puis de joie. Et si vous voulez, c'est toujours avec le redémarrage de cette pièce qui va recommencer encore demain matin. Et je vous dis, à la limite, si je pouvais rester encore toute la nuit, je resterais. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.